chaque uniforme, il y a une histoire. Derrière certaines missions, il y a une mémoire. Bienvenue dans Gendarme, le podcast consacré à l'histoire de la gendarmerie. Et parfois, il est des opérations qui changent à jamais le destin d'une unité. Le 3 février 1976, à plusieurs milliers de kilomètres de Paris, dans un territoire français d'Afrique devenu aujourd'hui Djibouti, alors que le soleil vient à peine de se lever, un car militaire s'arrête comme chaque matin. Des enfants des familles militaires françaises montent à bord. Certains parlent encore à moitié endormis, quand d'autres regardent distraitement dehors. Une matinée ordinaire en apparence. Puis, en quelques secondes, tout bascule. 4 hommes armés surgissent, visage couvert et armes automatiques à la main. Ils montent brutalement dans le bus. Le conducteur reçoit un ordre sec, rouler sans discuter. À bord, 31 enfants, entre 5 et 12 ans, viennent d'entrer dans une histoire qu'aucun d'eux ne peut comprendre. À Paris, personne n'est encore informé, mais dans les heures qui suivent, une unité de gendarmerie encore presque inconnue va recevoir sa mission fondatrice. Une mission qui, 50 ans plus tard, continue de définir ce qu'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, le GIGN. Pour comprendre l'Oyada, il faut revenir au contexte. En 1976, Djibouti n'est pas encore indépendante. Le territoire s'appelle alors Territoire français des Afars et des Isas. Depuis plusieurs années, les tensions politiques s'y intensifient. Des mouvements indépendantistes s'organisent. Parmi eux, le Front de libération de la côte des Somalies. Alors qu'un référendum d'autodétermination approche, la France veut maintenir le contrôle. Les revendications indépendantistes se radicalisent. Et ce matin du 3 février, les ravisseurs choisissent une cible d'une puissance symbolique terrible. Des enfants. Le car quitte Djibouti. Il file vers l'est. Très vite, un premier barrage de gendarmerie tente de l'arrêter. Le bus force le passage. Un gendarme plonge de côté pour éviter d'être percuté. Des coups de feu claquent. Un message est jeté sur la route. Les ravisseurs veulent l'indépendance immédiate de Djibouti, l'annulation du référendum et la libération de prisonniers politiques. Mais derrière les revendications politiques, une réalité beaucoup plus brutale. À bord, 31 enfants servent désormais de levier. Le bus poursuit sa route, direction l'Oyada, la frontière avec la Somalie. Le bus atteint l'Oyada, quelques kilomètres seulement avant la Somalie. C'est un lieu stratégique, à la fois frontière et un no man's land, et surtout une situation diplomatique extrêmement délicate. Les ravisseurs immobilisent le car à quelques mètres du poste somalien. Cela change tout. Désormais, toute intervention française risque de provoquer un incident international. Le décor est brutal. Du sable, des pierres, une lumière blanche, aucun abri naturel. Le bus devient une cible immobile au milieu du vide. Les autorités françaises comprennent vite qu'aucune décision ne sera simple. Intervenir trop vite, c'est risquer un massacre. Attendre trop longtemps, c'est prendre exactement le même risque. Des négociations s'engagent pendant des heures. Les autorités françaises tentent de gagner du temps. Un enfant est libéré. Mais le rapport de force se dégrade, car très vite, un élément devient évident. Les ravisseurs ne sont pas seuls. Des hommes armés apparaissent côté somalien. Des relèves s'organisent, des armes lourdes sont visibles. Le bus n'est plus seulement un lieu de prise d'otages. Il devient le centre d'un affrontement géopolitique miniature. À l'intérieur du bus, le temps change de nature. Les enfants ne comprennent pas encore tout. Ils ont peur et sentent la fébrilité des adultes. Le chauffeur garde son calme comme il peut.
Une assistante sociale rejoint volontairement les otages pour rassurer les plus jeunes. Les heures passent, la chaleur monte, les ravisseurs surveillent, par moments ils changent, d'autres apparaissent. Des relèves semblent s'organiser depuis la frontière somalienne. Dehors, les négociations commencent. Elles dureront toute la matinée. On propose des échanges, des adultes contre les enfants. Refus, toujours refus. Puis tombe un ultimatum. Si rien n'avance, les enfants mourront. À des milliers de kilomètres de là, à Maisons-Alfort dans le Val-de-Marne, l'information arrive brutalement. Le président de la République vient de désigner une jeune unité, le groupe d'intervention de la Gendarmerie nationale, le GIGN. À l'époque, le nom ne dit encore presque rien au grand public. L'unité n'a que 2 ans d'existence. Quelques interventions réussies, certes, mais aucune opération de cette ampleur. Et surtout, jamais hors de la métropole. À sa tête, un lieutenant de 31 ans, Christian Proutot, déjà obsédé par une idée. Dans ce type de crise, une seule seconde de retard peut tuer. 8 hommes sont choisis, pas davantage. Ils embarquent avec leur matériel et en civil pour assurer une discrétion absolue. Direction Djibouti. Mais dès le trajet, les difficultés commencent. Le matériel souffre du transport, les radios sont fragilisées, les jumelles aussi. Aucun équipement réellement adapté au désert. À leur arrivée, il fait nuit. Et déjà chacun comprend qu'aucun exercice ne les a préparés à ce qui les attend. Au petit matin, les hommes du GIGN avancent. Le bus est visible, loin, très loin, environ 200 mètres. Entre eux et lui, presque rien. Quelques pierres, un arbre maigre, un léger relief. Il s'installe là, allongé, immobile. Le sable chauffe déjà. Chaque tireur observe. Il faut identifier les ravisseurs, compter, attendre qu'ils soient visibles, comprendre leurs mouvements. Mais un problème apparaît immédiatement. Ils ne restent jamais tous au même endroit. 4 visibles, puis 5, puis parfois davantage. Certains viennent de Somalie, d'autres repartent. La scène change sans cesse. Depuis 2 ans, le GIGN travaille une idée, une méthode nouvelle, le tir simultané. Plusieurs tireurs, plusieurs cibles, une seule seconde. Aucun décalage. Parce qu'un ravisseur qui survit une seconde de plus peut tuer. À l'Oyada, cette méthode n'a jamais été testée en réel. Et jamais avec des enfants derrière les vitres. Jamais avec des hommes armés en soutien derrière une frontière étrangère. Chaque cible reçoit un numéro. Chaque homme connaît son objectif. Mais il faut attendre. Encore. Toujours. Le soleil devient écrasant, la fatigue gagne, la tension s'installe dans les muscles. Personne ne parle inutilement. Tout se joue désormais dans l'observation. Puis enfin une ouverture. Milieu d'après-midi. Les enfants semblent assoupis. Les ravisseurs sont visibles, moins nombreux, alignés. La fenêtre de tir ne durera pas. Christian Proutot sait qu'il faut décider maintenant. 15h45, le signal est donné. Pas un cri, pas un ordre brutal, juste une mécanique mentale. Le décompte du tir est engagé selon la méthode du lieutenant Proutot. Je le cite. Quand tous les hommes sont prêts, quand l'équation est parfaite, j'annonce 0. Et à ce moment-là, chaque tireur compte dans sa tête. 333, 333, 333. 3 secondes silencieuses dans chaque tête. 3 secondes qui valent une éternité. Puis le tir. Un seul son, presque unique. Et soudain, plusieurs corps tombent. Le premier tir simultané opérationnel du GIGN vient de réussir. Mais le silence ne dure pas. Presque immédiatement, des rafales éclatent depuis la Somalie. Des armes automatiques ouvrent le feu. Les tireurs français sont cloués au sol. Le sable saute autour d'eux. Les positions deviennent vulnérables. L'opération change de nature en quelques secondes. Ce n'est plus une libération d'otages,
c'est un combat. Des légionnaires arrivent en renfort équipés d'automitrailleuses. Sous les tirs croisés, 2 gendarmes du GIGN courent vers le bus. À cet instant, un dernier ravisseur parvient encore à monter dans le car. Il tire à l'intérieur, au hasard. Des cris, des enfants blessés. Une fillette meurt. Une autre grièvement blessée décède quelques jours plus tard. Militairement, l'opération est réussie. La majorité des enfants sont sauvés et les ravisseurs neutralisés. Mais personne parmi les intervenants ne parlera réellement de victoire. Parce qu'il y a ces 2 morts, Nadine et Valérie, parce qu'il y a ces blessés, parce qu'il y a ce sentiment terrible du prix humain. Et il pèse sur les hommes du GIGN, d'autant que certains membres sont pères de famille. Et parce qu'un enfant mort reste une blessure durable. Christian Proutot le dira plus tard, nous avions tous l'espoir de sauver tout le monde. Et pourtant, cette mission change tout. Le monde découvre qu'une unité de la gendarmerie française sait intervenir sous une pression extrême. Le GIGN acquiert brutalement et instantanément une réputation internationale. L'OIADA devient son acte fondateur. Ce qui fait de l'OIADA un événement à part, ce n'est pas seulement l'assaut, c'est l'ensemble, une prise d'otage d'enfants, une frontière internationale, une unité jeune, une innovation tactique, une riposte militaire étrangère. En quelques minutes, toutes les dimensions modernes du contre-terrorisme apparaissent. Et beaucoup de doctrines futures du GIGN naîtront de cette opération. Préparation psychologique, observation longue, coordination millimétrée et surtout, l'adaptation permanente à l'imprévu. « 50 ans plus tard, l'OIADA reste une référence silencieuse, pas toujours connue du grand public, mais fondatrice dans la mémoire des gendarmes, parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel. L'élite n'est pas née d'une image, elle est née dans le doute, dans l'improvisation, dans le risque et dans une opération où tout pouvait basculer. » À l'OIADA, le GIGN n'a pas seulement mené une mission. Il a découvert ce que signifiait intervenir quand chaque seconde engage des vies. Et derrière la légende, il reste surtout cela. Des enfants, des hommes qui tirent en sachant qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur, et une frontière où pendant quelques minutes, l'histoire militaire française a changé de visage. Pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin, quelques lectures permettent de prolonger cet épisode. D'abord, il y a un ouvrage devenu incontournable, Les enfants de l'OIADA de Jean-Luc Riva. Sans doute l'un des récits les plus complets pour comprendre à la fois le contexte politique de Djibouti, la mécanique de la prise d'otage et la réalité humaine de l'assaut. Autre lecture importante, Les oubliés de l'OIADA de Paul Vitani. Parce qu'ici, ce sont les victimes et les familles qui reprennent la parole, longtemps après les faits, avec ce que cela dit aussi du silence institutionnel et de la mémoire difficile. Pour comprendre l'histoire du GIGN dans son ensemble, on peut se référer aux nombreux ouvrages existants, mais on peut également revenir à un classique, celui de Jean-Claude Bourré, GIGN, les exploits des gendarmes antiterroristes. Un livre ancien, certes, mais qui restitue bien l'état d'esprit des premières années de l'unité. Et puis, pour ceux qui veulent entendre les voix de l'époque, il existe aussi plusieurs témoignages audiovisuels sur le site de l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, notamment les entretiens de Christian Proutot, où l'on mesure combien, derrière la légende, l'OIADA reste d'abord pour les hommes engagés une mission profondément marquante. Parce qu'au fond, certaines opérations ne quittent jamais vraiment ceux qui les ont vécues. Je vous remercie de votre attention, j'espère que cet épisode vous aura intéressé et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Gendarmes.